Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accord Enedis. J'en avais parlé dans une précédente vidéo puisque je vous avais présenté la version 0. J'avais même dit que son contenu était comme son titre, il était 0. Donc là, nous sommes à la version 2 et prochainement devrait sortir la version définitive pour une signature de l'accord éventuel dans la semaine à venir ou dans les 10 jours à venir. Voilà, donc cet accord traite dans un premier temps des mesures relatives au dialogue social. Donc je ne vais pas vous faire la lecture exhaustive. Ceci étant, sur la question du dialogue social, quand je lis l'accord, ça me fait doucement rire quand je vois la qualité du dialogue social sur la DR Aquitaine Nord qui est pour le moins catastrophique. Il évoque également le rôle essentiel de la CSSCT. La CSSCT, c'est la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail qui a remplacé les CHSCT. Donc il y avait le monde d'avant et il y a le monde d'après. Dans le monde d'avant, on avait deux CHSCT, un sur Gironde de 12 membres, un sur Dordogne-Lot-et-Garonne de 9 membres. Il était gré à la représentativité, c'est-à-dire que la CGT était majoritaire dans ces deux CHSCT et les CHSCT avaient un certain nombre de prérogatives, ce qui nous a permis, à la fois en étant majoritaire et de par nos prérogatives, de pouvoir avancer sur un certain nombre de mesures liées aux conditions de travail, à la sécurité et à la santé des salariés. Malheureusement, la casse du droit du travail, la casse des instances représentatives du personnel par le gouvernement, avec l'accompagnement, je suis désolé de le dire, mais il faut quand même le rappeler, de la CFDT, a conduit à la suppression des comités d'établissement, des délégués du personnel et des CHSCT. Et en la place des CHSCT, on nous a mis la CSSCT. Alors la CSSCT, c'est quoi? Eh bien, c'est une commission absolument pas représentative du personnel, puisqu'elle est paritaire, c'est-à-dire un membre par organisation syndicale, et en plus il y a un représentant syndical donc par OS. Ça fait 4 membres permanents plus 4 représentants syndicaux. Donc la CGT n'a plus la majorité dans cette commission. Cette commission n'a plus de prérogatives. C'est quoi? C'est tout simplement un groupe de travail qui est à disposition de l'employeur. Voilà, c'est une commission qui sert absolument à rien malheureusement. On a cassé les CHSCT, on a mis en place un truc inutile. Voilà le résultat. Bon, c'est la même chose pour le CSE, puisque aujourd'hui le CSE, c'est lui qui décide de tout ce qui doit se mettre en place. Donc le CSE a un avis consultatif, voilà, la direction présente ses réorganisations, ses modifications, et le CSE donne un avis, qu'il soit favorable ou défavorable, peu importe, à partir du moment où le dossier est présenté, il passe à l'initiative de la direction. Il faut savoir quand même que quand on a mis en place ce CSE suite aux élections, même si on avait la majorité aux élections de représentativité, il s'est avéré que s'est mis en place une espèce d'alliance syndicale, CFDT, FO, CFE, qui s'est arrangée pour que la CGT, malgré qu'elle soit majoritaire aux élections, ne puisse pas avoir le secrétariat du CSE. D'ailleurs, cette alliance, c'est un mode de fonctionnement qui est maintenant récurrent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le fonctionnement du CSE, on a deux adversaires, on a les patrons d'un côté et on a cette alliance CFE, CFDT et FO. Donc on l'a vu quand on a voulu poser un droit d'alerte sur la question du port du masque, notamment pour les interventions chez les usagers, où la CGT a posé ce droit d'alerte et où cette alliance a levé ce droit d'alerte. Voilà. Donc ça veut dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour la CGT de défendre les intérêts des salariés quand on se retrouve avec deux adversaires, d'un côté les organisations syndicales et de l'autre côté les organisations patronales. Mais ça, voilà, on l'avait annoncé, à partir du moment où la CGT descend en dessous des 50%, voilà ce qui arrive et on en mesure aujourd'hui les incidences. Donc je poursuis sur cet accord, chapitre 2, mesures relatives à l'adaptation des organisations de travail. Je lis. Afin de permettre la gestion des fluctuations d'activité, notamment lors de la relance des activités, il est prévu que certaines équipes salariées puissent réaliser leurs activités professionnelles de manière temporaire au bénéfice d'autres services au sein d'une unité ou entre unités au regard des besoins. Voilà, si vous êtes dans un service où il n'y a plus d'activité ou alors il y a une baisse importante des activités, il y aura possibilité que vous puissiez travailler pour un autre service sur le même site ou éventuellement sur un site différent. L'article 7, mesures relatives aux prises de travail sur chantier. Pour limiter les interactions liées à la prise de travail sur le lieu habituel de travail, Enedis rend possible la prise de travail des salariés, dont le travail nécessite des déplacements, sur le lieu de leur première intervention au rendez-vous.
Inversement, la fin de journée de travail peut se terminer sur le lieu de la dernière intervention. Cette possibilité est ouverte aux salariés à la demande de leur manager. Les déplacements effectués dans ce cadre s'effectueront avec un véhicule de service mis à disposition du salarié par l'entreprise ou avec leur propre véhicule conformément aux dispositions de l'article 19 du présent accord. Alors, ces mesures-là, rappelez-vous, c'était des mesures qui étaient inscrites dans les expérimentations qui avaient été mises en place sur l'astreinte au niveau de CIDR sur le plan national. Voilà, donc là on les retrouve à travers un accord qui est valide, je le rappelle, s'il est signé jusqu'au 31 décembre 2020. Juste pour information, il faut savoir que les employeurs se serviront de cet accord pour avoir une réflexion sur la réorganisation du travail et prendre des mesures qui seront pérennes dans le temps. Voilà. L'embauche sur le chantier fera partie des réflexions des employeurs pour rendre cette mesure pérenne. Alors on sait très bien que ce genre de mesure, ça peut arranger les salariés, mais moi je vous alerte, attention, elle a de gros risques et on aura l'occasion d'en rediscuter plus en détail ultérieurement. Article 8, maintenir l'accès au travail à distance. Les parties signataires du présent accord conviennent que le travail à domicile ou à distance pourra être maintenu en fonction du PRA. La situation pourra être appréciée compte tenu du retour progressif sur site, modulation du nombre de jours par semaine et des éléments suivants. La situation sanitaire locale, les besoins de l'activité, les conditions de transport public, les attentes des salariés notamment au regard de leur situation individuelle, le rétablissement progressif et nécessaire du lien social habituel dans le respect des principes communs, l'efficacité de l'organisation qui en découle, la cohésion du collectif de travail. Alors, ça sous-entend que le télétravail pourra se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2020. Mais ça sous-entend également que la direction aura toute latitude pour mettre fin au télétravail quand elle le souhaite d'ici au 31 décembre 2020. Il faut savoir quand même que dans certains services, avec les retours que l'on a, il s'avère qu'on a le management qui demande aux salariés de revenir travailler alors que toutes les mesures sont en place pour qu'ils puissent continuer à travailler à distance. Les salariés donc, qui ont dû travailler à domicile pendant la période de confinement ou qui le feront pendant la période de relance percevront exceptionnellement une indemnité d'installation forfaitaire d'un montant de 100 €. Des frais engagés, c'est une compensation des frais engagés pour la période, donc pour l'occupation du logement, la téléphonie, Internet, etc. etc. Voilà, il faut savoir qu'avant le confinement, il existait un accord de travail à distance. D'ailleurs, il y a des salariés déjà qui étaient en travail à distance avant le confinement. Et dans cet accord, il était déjà prévu l'octroi de cette prime de 100 €. Article 11, modalité de rétribution des heures supplémentaires. L'organisation de l'activité durant la période couverte par le présent accord peut rendre nécessaire une augmentation du recours au travail le samedi. Alors ça ne concernera pas les équipes en astreinte ou en service continu. Donc ça se fera sur la base du volontariat. Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l'article 16 du statut. Au regard des nécessités de services résultant de la relance des activités dans le cadre de la crise sanitaire, les heures supplémentaires générées au cours de la période d'application de l'accord sont automatiquement payés dans leur intégralité à l'exception des repos compensateurs obligatoires. Là, ça concerne tout le monde. Ça veut dire que dès la mise en application de cet accord et jusqu'au 31 décembre, systématiquement, les heures seront payées dans leur intégralité. Aujourd'hui, le statut laisse 3 possibilités. Le paiement de la majoration, le paiement intégral des heures supplémentaires ou la récupération intégrale des heures supplémentaires. Là, avec le présent accord, il n'y aura plus le choix, ça sera le paiement intégral. Mesures relatives au congé, ça c'est l'article 12. Les parties signataires conviennent de garantir 2 semaines consécutives de congé durant l'été, entre le 15 juin et le 15 septembre pour tous les salariés qui le souhaitent. Les congés d'été pourront être supérieurs à 2 semaines dès lors que l'organisation de l'activité le permettra. Alors aujourd'hui, le statut il prévoit déjà ça, l'obligation d'avoir un minimum 15 jours de congé. Bon, sauf qu'il étend la plage. L'accord prévoit entre le 15 juin et le 15 septembre. De mémoire, il me semble que le statut prévoit entre mai et octobre. Mais bon, ça c'est à vérifier. Par contre, ce que l'on sait, c'est aussi par retour, dans certaines agences d'intervention, déjà, il y a une discussion qui s'installe sur la prise de congé pendant la période estivale.
Et nous, on craint qu'il y ait des tensions par rapport à cette notion de prise de congé. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de reprise des activités. Je vous rappelle que la direction a quand même derrière la tête le fait de rattraper le temps perdu et qu'il sera peut-être compliqué pour les salariés de poser des congés pendant cette période estivale comme ils auraient souhaité le faire dès le départ. Donc c'est la raison pour laquelle, si à un moment donné, il y a des situations compliquées concernant les périodes de vacances, nous vous invitons à nous appeler pour savoir si on est en capacité ou si on peut intervenir et si on peut essayer de faire bouger les choses. Je continue. En fin d'année 2020, les salariés ne relevant pas du forfait jour qui disposeront d'un reliquat de congé annuel au titre de 2020 excédant 10 jours verront le seuil d'écrêtement de ce reliquat de congé annuel porté à 20 jours au titre de la seule année 2020. Voilà, jusqu'à présent, on écrêtait au-delà de 10 jours. Exceptionnellement, on ira jusqu'à 20 jours. Ces jours non écrêtés pourront faire l'objet d'une des mesures décrites ci-dessous ou d'une combinaison de celles-ci. Alors, ça pourrait être un plan de résorption de congés sur l'année 2021 qui sera défini dans le cadre d'un échange avec le manager et qui sera tracé par écrit. Ça pourrait être également une conversion en rémunération dans la limite de 7 jours. Ça sera versé au plus tard sur la paie de février 2021. Et enfin, ça pourra faire l'objet d'un don de jours dans le cadre de l'article 13 du présent accord. Alors l'article 13 du présent accord, il dit quoi? Il dit que dans le cadre de la solidarité nationale et au regard des demandes des salariés, un dispositif accessible à l'ensemble des salariés permettant de donner des heures ou des jours à la Fondation de France, alias Covid-19, tous unis contre le virus, avec l'Institut Pasteur et la PHP, donc sera mis en œuvre. Les salariés relevant des dispositions de l'accord national sur le temps de travail du 12 décembre 2011 pourront exceptionnellement donner soit des heures de repos compensateur, des congés annuels dans la limite de 2 jours, donc 14 heures, des congés d'ancienneté, des RTT dans la limite de 5 jours, donc 35 heures. Les salariés relevant des dispositions de l'accord temps de travail des cadres, donc au forfait jour, pourront exceptionnellement donner des congés d'ancienneté, des congés annuels dans la limite de 2 jours, des jours de repos dans la limite de 5 jours. Donc là, rien à dire, la solidarité, c'est une valeur incontestable, c'est une valeur incontestée. Voilà, sauf que si on gratte un peu, la solidarité, elle est demandée aux salariés. Les personnes qui vont bénéficier de cette solidarité, moi je pense qu'ils attendent autre chose que de la charité, quoi. Ils attendent que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette en place des mesures pérennes qui répondent à leurs attentes et à leurs revendications. Mais ça, c'est mon point de vue, je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo. Article 16, renforcement de la planification des congés. Donc, afin d'assurer un pilotage optimal des activités durant cette période à forte contrainte, en conciliant autant que possible les contraintes personnelles des salariés, il conviendra d'anticiper l'établissement du tableau des congés de manière prévisionnelle jusqu'au 31 décembre 2020. Donc là aussi, ça risque d'être compliqué, puisque les salariés ont des conjoints, des épouses qui travaillent peut-être dans le privé, et pour ces personnes-là, c'est difficile dans le privé de savoir quand est-ce qu'on peut poser ces congés aussi longtemps à l'avance. Bon, on verra comment ça va se passer dans les faits, mais ça risque de créer également des tensions. Chapitre 7 et chapitre 8, qui ne sont pas des moindres, mesures relatives, pour le chapitre 7, mesures relatives à l'accompagnement financier des salariés durant la crise sanitaire. Dans la V0, il n'y avait rien. Dans la V2, ça n'a pas évolué, il n'y a rien. Donc on verra bien dans la version définitive. Les revendications de la CGT sont claires. Au regard des résultats de l'entreprise, nous, on demande l'octroi d'ENR pour l'ensemble des salariés. La direction ne veut pas entendre parler d'ENR. Elle proposera éventuellement une prime. Si on fait le parallèle avec un accord identique qui vient d'être signé sur EDF, me semble-t-il, la prime qui a été proposée, elle était de 400 euros. Voilà, on verra ce qui va être proposé côté Enedis. Et le chapitre 8 sur les mesures relatives à la reconnaissance. Donc là, pareil, rien, il est écrit en cours d'instruction. Donc on verra pour la version définitive. Voilà, je n'ai pas fait le résumé de manière exhaustive, mais j'ai essayé de vous présenter un peu les grandes mesures de cet accord-là. Une fois que la version définitive sera disponible, je reviendrai certainement vers vous à travers une vidéo pour vous dire les avancées qu'il y a eu. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Je vous rappelle que
Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à appeler les camarades du syndicat CGT Énergie 24. On interviendra si nécessaire auprès des directions pour répondre à vos demandes. Voilà, on reste à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.